On va jeter un œil sur le classement FIFA, les éperviers qui sont toujours à la 34e place en Afrique. Nous parlerons de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et le PSG ont raté leur entrée. Et puis la Liga, c'est du côté de l'Espagne, un nouveau classico pour le samedi. On en parle tout de suite avec Michel Takpa. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Le Togo, d'abord la Fédération internationale de football, la FIFA, a mis à jour, c'était le 17 septembre dernier, le classement des sélections nationales affiliées. Et c'est le statu quo pour les éperviers du Togo depuis mars 2020, soit 6 mois d'inactivité. Les éperviers restent à la 34e place. Oui, le classement n'a pas du tout changé parce que voilà, Covid-19 est venu, il n'y a pas tellement d'activité sur le plan africain ou bien sur le plan mondial. Et donc, quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas trop de changements au niveau du classement, tant au niveau africain qu'au niveau international. Le Togo est en 4e au niveau de l'Afrique et 126e au niveau mondial. Quelles sont les bases sur lesquelles la FIFA procède à ce genre de classement? Il y a d'abord un calcul qu'on peut appeler savant parce qu'il s'agit d'une multiplication entre résultats. On doit savoir que 3 points, ça équivaut à une victoire. 1 point égale à match nul et 0 point, ça veut dire que vous avez défaite. Maintenant, on met en avant l'importance du match, la valeur de l'adversaire et le coefficient de la confédération, c'est-à-dire l'équipe se trouve dans quelle confédération. Donc l'importance d'abord du match. C'est-à-dire que si le Togo joue par exemple contre la Belgique, qui est premier au niveau du classement FIFA, il y a plus d'importance si le Togo arrive à gagner la Belgique. Alors ensuite, le coefficient de la confédération, il y a le coefficient 1 pour la confédération asiatique américaine de football, sud-américaine. Il y a le coefficient 0,99 pour le coefficient du vieux continent, l'Europe. Et ensuite 0,85 pour les autres confédérations, c'est-à-dire celles asiatiques, africaines et autres. Donc si vous arrivez à jouer un match contre une équipe, par exemple la Colombie, qui se trouve au niveau de la Confédération sud-américaine de football, et que le Togo arrive à gagner la Colombie, le Togo a la chance, ou bien a les chances de pouvoir faire des bons vers le meilleur positionnement au niveau du classement. Ensuite, il y a la priorité aux matchs officiels. Quand il y a match officiel au niveau de la FIFA, surtout, et que vous arrivez à négocier une rencontre avec une équipe de ce nom, ça veut dire que vous avez plus de chances à aller devant au niveau du classement. Et puis une prime aux victoires contre les nations de grande envergure, c'est-à-dire que quand vous arrivez à gagner une équipe bien classée, vous avez la chance là de pouvoir bien se positionner. Alors donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de compétition depuis mars dernier, donc du coup les statistiques sont restées les mêmes. Les statistiques sont restées les mêmes parce qu'il faut véritablement jauger la capacité ou bien la force des sélections nationales, des équipes par rapport à ces matchs, soit amicaux ou bien des matchs internationaux. Donc, le Togo n'a pas eu à le faire, ou bien toutes les nations obligées par la pandémie de coronavirus ne sont pas arrivées à jouer des matchs. Donc, voilà, le classement reste intact. Mais 34e au niveau du continent, disons que ce n'est pas une place très honorable. Hein? Pas du tout pour un pays, je ne vais pas dire un grand pays de football, un pays comme le Togo. On sait que tous les Togolais sont accrochés, d'ailleurs viscéralement accrochés au ballon rond. Maintenant, quand on voit aussi les nations qui sont devant, le Sénégal est la première nation au niveau africain, 20e au niveau de la FIFA. Quand on voit la Tunisie, on voit le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, le Mali, la RDC et autres, on voit que au prime abord, ce sont des nations qui investissent véritablement dans le football et surtout dans le football à la base. Parce que c'est ce qui donne une certaine valeur au football aujourd'hui. Il faut commencer par la base. Et j'ai l'habitude de dire que la formation ne se fait plus dans les ruelles ou bien dans les rues. Il faut aller dans des écoles de football. Et je pense que ces nations sont aujourd'hui réputées comme des nations qui ont une certaine puissance en matière de formation. Les exemples les plus simples sont à côté, le Ghana et puis le Nigeria. Et on voit souvent la forme des équipes ghanéennes
Et vous voyez l'équipe nationale du Ghana, ce sont des jeunes qui ont eu déjà à jouer dans des équipes qu'on appelait avant cadettes ou juniors et qui sont, après des années, au niveau de l'équipe Fanion. Mais malheureusement, le Togo n'a pas cela, même si je reconnais aujourd'hui qu'il y a une politique qui va en faveur de cette formation à la base, prônée par deux Afou Togo et AC Foot. Donc je pense que ça va venir. Maintenant, ça a une répercussion sur les résultats de l'équipe nationale du Togo. Même si à un moment donné, comme on a l'habitude de le dire, on peut critiquer le choix du sélectionneur national, Claude-Marie François Leroy. On peut critiquer tout ce qu'il fait à la tête des éperviers du Togo depuis quelques années. Moi, je pense qu'il faut aller au tréfonds et chercher les véritables causes. Et je pense que la formation à la base en fait partie. À quelle fréquence se font ces classements FIFA? On les fait souvent chaque 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Mais fréquemment, on le fait plus chaque fin du mois. Et avant, on constate qu'il y a beaucoup de matchs qui se jouent à partir de les équipes nationales. Quand vous prenez la France, qui a l'habitude de jouer en Europe, des matchs amicaux même, si la France n'a pas un match officiel à jouer. Et donc, chaque fin du mois, la FIFA se penche sur ce classement. C'est là où elle met en avant aussi les matchs amicaux, les matchs internationaux, si les équipes au niveau de tous les continents arrivent à jouer ces matchs. Donc, la fréquence même, c'est chaque fin du mois. C'est un classement qui intéresse beaucoup les équipes? Oui, qui intéresse beaucoup les équipes parce que ça montre la forme actuelle des équipes nationales. Je pense que depuis quelques années, c'est la Belgique qui conduit ce classement. Et on sait ce que la Belgique regorge en matière de talent de football et surtout de la formation à la base, les valeurs des joueurs belges au niveau européen et puis la forme de l'équipe nationale de Belgique, même si elle a été éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 organisée par la Russie. La Belgique plutôt est en très bonne forme. À part la Belgique, on a aussi d'autres nations, le Brésil et autres, même si la France, je pense qu'elle est 20e actuellement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer dans un classement, par exemple, quand vous prenez le continent africain, vous avez l'Algérie qui est champion d'Afrique en titre, et vous avez le Sénégal qui est premier du continent. Ça ne... Le sens, j'ai du mal à trouver le sens. Oui, je vais vous expliquer. Oui, c'est vrai que l'Algérie est championne d'Afrique. Oui. Bon, l'Algérie, pour peut-être le commun des mortels, c'est l'Algérie qui doit être la première nation au niveau africain. Sauf qu'on ne prend pas en compte seulement les matchs internationaux, comme je viens de le dire, les phases finales, puisque l'Algérie a eu à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. À part ces matchs liés aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, ou bien encore d'autres compétitions au niveau international, il y a aussi des matchs amicaux. Donc le Sénégal, peut-être depuis le sacre des Fennecs d'Algérie, le Sénégal, comme l'Algérie d'ailleurs, ont eu à discuter aussi des matchs peut-être amicaux, qui ne sont pas des matchs aussi liés à la FIFA. Et donc, la FIFA juge aussi par rapport à ces matchs. Donc, c'est vrai que le Sénégal était deuxième lors de la Coupe d'Afrique des Nations, battu d'ailleurs par les Fennecs d'Algérie. Mais à part cela, le Sénégal et l'Algérie ont eu aussi à jouer peut-être des matchs amicaux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est devant. Et à part le Sénégal, il y a aussi la Tunisie et puis le Nigeria qui sont devant l'Algérie. Ça veut dire que à part la Coupe d'Afrique des Nations, il y a aussi d'autres compétitions qui sont entrées en jeu. Mais c'est quand même des classements qui vont toujours mettre, par exemple, les nations européennes en avant, puisqu'elles ont plus de compétitions dans les jambes que les nations africaines. Justement, et depuis quelques temps, l'Afrique a compris, le Togo d'ailleurs a compris, parce qu'on est resté un peu à l'écart de ces matchs qu'on appelle souvent des fenêtres FIFA. Et c'est là où on peut vanter le mérite de Claude-Marie François Leroy, qui est arrivé et qui a permis à l'équipe nationale de pouvoir discuter cela. Maintenant, je reviens à votre question. Oui, les Européens ont l'habitude de pouvoir jouer beaucoup de compétitions. Il y a actuellement la Ligue des Nations. Il y a peut-être l'Euro qui se joue chaque 4 ans. Mais il y a également des compétitions ou bien des matchs qui se jouent entre les nations. Peut-être la France qui va discuter contre l'Allemagne, ou encore l'Italie qui va jouer contre la Lituanie et autres. Et donc,
voilà, ça mettre plus en valeur la compétition jouée, et puis ça permet à ces équipes de pouvoir être classées quotidiennement devant les Africains. Vous savez aussi que pour pouvoir organiser des matchs amicaux, les Africains mettent souvent en avant les moyens financiers, ce qui fait que on reste souvent en arrière par rapport à ces matchs amicaux. Or, les Européens ont l'habitude de pouvoir les jouer, ce qui fait que l'Europe est souvent devant. Maintenant, il faut reconnaître également qu'en matière de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière de talent, l'Europe est devant. En matière de talent également, l'Amérique du Sud est devant, le Brésil, Colombie, Chili et autres. Ce sont des nations réputées, meilleures nations en matière de football, et ce qui fait que l'Afrique est toujours derrière. Deuxième sujet, Ligue des Champions maintenant, le Real Madrid et le PSG qui ont raté leur entrée. Côté Real Madrid, le club, la Maison Blanche est tombé comme la saison passée où il avait chuté 3-0 face au PSG en entame de la Ligue des Champions. Le Real s'est lourdement incliné 3-2 mercredi dès la première journée de Champions League face à la modeste Shakhtar Donetsk à cause notamment d'une défense et de Raphaël Varane complètement déboussolé. Le Shakhtar Donetsk, c'est un club largement à la portée du Real. Oui, largement à la portée. Mais il est très important d'analyser certains prismes. Largement à la portée du Real Madrid, je suis d'accord, compte tenu de l'histoire du Real Madrid, et une histoire surtout accroché à la Ligue européenne des champions. Mais le Shakhtar Donetsk, qu'on appelle d'ailleurs les mineurs, c'est le surnom de l'équipe. C'est une équipe qui reste, si je peux le dire, le pont vers le vieux continent pour beaucoup de joueurs sud-américains, surtout des Brésiliens. Et donc, c'est vrai qu'on les sous-estime souvent, mais c'est une équipe très joueuse. Ce sont des jeunes qui viennent là-bas à Donetsk et qui ont envie de pouvoir faire la découverte de l'Europe. Et pour pouvoir le faire, il faut travailler dur. Et quand ils sortent de leur pays et vont en Espagne, en France, en Italie et autres pour pouvoir jouer ces compétitions au niveau européen, ben, si on peut le dire, ils arrivent à déculper leur force. Et c'est ce qui est arrivé au Real Madrid. C'est un aspect, parce que le Real a été surpris par une modeste équipe qui a marqué, Raphaël Varane, comme vous l'avez dit, a marqué contre son camp, Solomon également a marqué. Déjà, le Real est mené à 3-0, par 3-0, avant la mi-temps. Alors, le Real a toutes les forces nécessaires, l'armada, pour pouvoir revenir en deuxième partie et pouvoir montrer son vrai visage. Sauf que, oui, le Real l'a fait par le truchement de Luka Modric à la 57e minute, Vinicius Junior également qui est rentré à la 59e minute, mais à partir de la 59e minute, le Real n'est pas arrivé à mettre le troisième but et à mettre éventuellement un quatrième but synonyme de victoire. Ça veut dire que l'adversaire que le Real avait en face a les éléments, peut-être que voilà, ce sont des joueurs qui ne sont pas de véritables stars, mais a les éléments pour pouvoir gérer véritablement le Real Madrid. Ensuite, le Real Madrid inquiète, ça il faut le dire. Depuis quelques saisons, on va peut-être oublier la Liga Espagnola gagnée. Moi je dis, c'est plus une équipe du FC Barcelone qui n'était pas aussi une équipe du vrai FC Barcelone qui arrive à gêner le Real de la première journée jusqu'à la dernière journée. Donc le Real, à un moment donné, après le confinement, a su trouver les moyens pour pouvoir arracher cette Liga espagnole. Maintenant, la concurrence n'était pas au rendez-vous. Les Colchoneros de l'Atlético Madrid n'étaient pas là également. Les clubs andalous étaient aux abonnés absents. Donc, à un moment donné, le Real avait le boulevard pour pouvoir être sacré champion d'Espagne. Mais il faut remarquer que c'est une équipe qui a aujourd'hui ce qu'on peut appeler un relâchement inconscient. L'équipe du Real Madrid a tout gagné. Les joueurs ont tout gagné. Et donc, beaucoup de joueurs on a l'impression qu'ils disent dans leur tête psychologiquement que qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu. On a tout vu. Alors, il appartient maintenant à Zinedine Zidane de pouvoir renouveler l'équipe là. Et à tous les niveaux, je pense que les renforts doivent arriver. Je vais prendre seulement le prisme de l'attaque. Moi, j'ai souvent dit, oui, Benzema a pu porter le Real Madrid la saison écoulée pour pouvoir gagner la Liga Espagnola. Mais pour moi, Benzema est limité. Il faut mettre de la concurrence. On a fait venir des joueurs qui n'ont pas eu le temps de pouvoir jouer et de mettre Benzema en concurrence, ce qui fait que Benzema est là. Et il arrive à trouver des occasions, 10 occasions, mais il met 2.
et on le crie. On dit, voilà, c'est le serial buteur du Real Madrid. Il n'y a pas une telle concurrence. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, je pense que c'est une équipe aussi limitée. Même si cette formation a de grands noms au niveau du milieu de terrain. Et la carence du Real Madrid se trouve au niveau de sa défense. Malheureusement, le maître à jouer, et qui est le capitaine, aussi n'est pas là. Sergio Ramos n'est pas là. Et donc, c'était tout. On avait tout vu contre le Shakhtar Donetsk. Et Varane est passé à côté comme d'usage. On l'a vu lors de l'élimination, la saison écoulée, contre les Skies Blues de Manchester City. Varane était à l'origine des 2 buts également. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Maintenant, si moi je suis à la place de Zidane, je vais mettre la concurrence dans cette équipe en faisant venir des joueurs de ce nom. Oui. Cette défense, Koulibaly, le Sénégalais, il était à Naples. Tous les clubs voulaient ce joueur. À un moment donné, le Real ne s'était pas proposé ou bien positionné pour pouvoir avoir le Sénégalais. Il y a de bons joueurs, de bons défenseurs partout, même en France. Zidane a toujours fait confiance à Varane et à tous ses joueurs. Malheureusement, les résultats ne suivent pas. Peut-être qu'on va parler du Classico, mais je pense que Zidane doit énormément faire attention parce que avant, oui, parce que lui-même il est sur un siège éjectable. Justement, avant cette défaite, Zidane a déjà eu une défaite contre la modeste équipe de Cadiz en Liga Española, ce qui irrite véritablement le président du Real Madrid. Mais on a vu, hein, je le rappelais, le Real était tombé face au PSG. C'était la Ligue, enfin la saison dernière. Mais a su se relever. Après, ils ont eu, je pense, 21 matchs sans défaite. Est-ce que ce Real, le visage qu'il a présenté face au Shakhtar Donetsk, peut rebondir dans cette compétition? C'est une équipe qui est souvent présentée comme un diesel et qui surtout vient en puissance et qui suit sans doute des étapes pédautiques. Alors, le Real peut revenir parce qu'on connaît le vrai visage du Real. Le Real, s'il est blessé, ou bien si elle est blessée, l'équipe arrive véritablement à faire sortir ses griffes. Maintenant, en Ligue européenne des champions, le Real aura à jouer contre le Borussia Mönchengladbach. Le Real aura également à jouer contre les Nerazzurri de l'Inter de Milan. 2 équipes qui ont fait un match nul, 2 buts partout lors de leur première sortie. Et donc, moi, je pense que le Real a encore les chances de pouvoir se qualifier. Mais attention, quand vous prenez l'effectif des Nerazzurri de l'Inter de Milan, ben, je pense que c'est un effectif pléthorique avec des joueurs de ce nom. C'est vrai qu'à domicile, l'équipe n'est pas arrivée à battre les Allemands. Mais attention, l'Inter reste l'Inter. Encore les Allemands du Borussia, le Real doit énormément faire attention parce que comme le Shakhtar Donetsk, c'est une équipe du Borussia aussi qui est modeste, mais qui sait jouer et surtout à fond. Et donc, les matchs à venir, le Real doit pouvoir les négocier surtout avec entrain en essayant de corriger non seulement sa défense, mais aussi tous les aspects de l'équipe. Du côté donc du Paris Saint-Germain également, ça n'a pas souri au club français qui est tombé face à Manchester United 2-1. Est-ce que le PSG était tombé sur plus fort que lui? Je ne peux pas dire plus fort que lui parce que Manchester United est en train de vivre des moments difficultueux au niveau de son championnat, la première ligue anglaise. Mais j'ai été surpris par rapport à la forme. Je sais que la Ligue des Champions réserve aussi des surprises. Et quand vous voyez Manchester United, c'est une équipe qui a une histoire aussi sacrée avec la Ligue des Champions. Cette histoire, à un moment donné, joue en faveur de l'équipe. Cette histoire est plus du côté de Manchester United que du côté du Paris Saint-Germain. Mais quand on voit la saison du Paris Saint-Germain en Ligue européenne des champions, la saison écoulée évidemment, on est surpris. On a l'impression que les vieux démons reviennent. On a l'impression que le Paris Saint-Germain se dit, nous avons fait l'essentiel du boulot l'année écoulée. Donc cette année, on va encore se reposer et encore chercher le temps de pouvoir revenir et en puissance. Puisque l'objectif du club, c'est de pouvoir gagner la Ligue européenne des champions. Mais quand on voit le match, je pense que c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a presque rien fourni. Il n'y a pas de pressing, si on peut le dire, sur les porteurs de la balle au niveau de Manchester United, parce que la force de Manchester United, c'est non seulement le milieu de terrain, mais un devant composé de jeunes et fraîches joueurs qui peuvent aller très vite et gêner une défense du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'est pas arrivé à le faire. Et quand vous voyez
l'attaque du Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé, oui, ce sont des stars, mais à un moment donné, ils n'arrivent plus à se replier, à revenir en arrière pour pouvoir apporter non seulement au milieu de terrain défensivement et aller vers la défense. Le jeune Moïse Kean, il a essayé de le faire à un moment donné, mais il s'est rendu compte que ceux qui sont devant n'arrivent plus à revenir. Donc moi aussi, je vais jouer contre eux. Or, ceux qui sont devant, ce sont ce que je peux appeler les fils d'Ariane de cette, non seulement de l'attaque du Paris Saint-Germain, mais aussi de la formation tout entière du Paris Saint-Germain. Donc, il y a eu beaucoup de carences au niveau du Paris Saint-Germain. Et donc, le Manchester United en a profité pour d'abord marquer un premier but. C'est vrai qu'il y a eu l'égalisation contre son camp de Martial, le Français. Mais voilà, le Manchester a eu quand même les ressources nécessaires pour pouvoir mettre le deuxième but. Et le Paris Saint-Germain doit apprendre de cela, de cette défaite, corriger les lacunes, surtout défensives. Quand moi je me dis qu'on a laissé un joueur comme Thiago Emiliano Silva, c'est une surprise parce que voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu âgé, mais qui a de l'expertise, qui a de l'expérience et qui peut sauver le club francilien dans des moments aussi difficiles comme ceux qu'elle a eu à vivre contre Manchester United. En tout cas, ce n'est que la première journée. Toutes les équipes ont encore les chances nécessaires de pouvoir revenir, surtout en puissance. Dernier sujet, l'Espagne, la Liga et ce nouveau Classico, ce sera demain. Demain. Ça oppose? Ça oppose le FC Barcelone parce que c'est l'équipe de Ronald Koeman qui reçoit au Nou Camp le Real Madrid. 243e déjà demain, 243e Classico de l'histoire. Et les deux équipes ont les mêmes nombres de victoires, si on peut le dire, avant le 243e. Ça veut dire que derrière, il y a déjà 242 Classicos. Oui. Le Real Madrid a 95 victoires. Le FC Barcelone a 95 victoires également. Donc, ça fait 52 matchs nuls. Donc, les deux équipes auront à cœur maintenant de pouvoir chercher la victoire. On sait d'abord que depuis l'arrivée de Zidane, il n'a pas eu à perdre de match, surtout au Nou Camp. Donc, Zidane va sans doute se déplacer sur l'Aquila, aller véritablement gêner cette formation du FC Barcelone à domicile. Maintenant, si on revient sur le terrain, je peux dire qu'on voit les effectifs au moins du moment. Le FC Barcelone est devant. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi, on peut le dire, de purges au niveau du grand FC Barcelone. L'équipe a plus une connotation juvénile, même s'il y a des grandes valeurs comme Messi, comme Piqué, comme encore d'autres joueurs qui sont là. Mais l'équipe est plus tournée vers l'avant et plus tournée vers cette vocation juvénile. Maintenant, Koeman est arrivé avec une philosophie, même si l'équipe était tombée l'autre fois face à la modeste équipe de Getafe, modeste certes, mais qui joue également de grands rôles au niveau de la Liga Espagnola. Mais maintenant, quand vous voyez l'équipe du Real Madrid, avec les résultats, ces résultats de ces 2 dernières semaines, il y a des inquiétudes à ce niveau. Mais il faut souligner qu'un classico reste un classico. Et je pense qu'à tous les niveaux, il y aura de l'engagement. Parce que Zidane a intérêt au moins à aller négocier au moins un match nul au Nou Camp. Une défaite risque de lui coûter cher, même si je ne vais pas a priori me prononcer sur une éventuelle ou bien un éventuel départ de Zidane. Ben, je pense qu'un match nul ou une victoire va lui faire du bien. Maintenant, Ronald Koeman aussi a eu déjà une défaite la semaine écoulée en Liga Espagnola contre Getafe. L'équipe aura à cœur de pouvoir avoir les 3 points pour pouvoir continuer l'aventure au niveau de la Liga Espagnola. Donc, difficile de pronostiquer. Difficile, même si tout à l'heure, je l'ai dit sur le papier, il y a un peu de déséquilibre. L'avantage aussi pour l'équipe qui reçoit peut-être, mais attention, difficile parce que c'est toujours un classico. Et c'est un classico peut-être le plus suivi dans le monde, passionnant. Ça réserve toujours de grands moments, des moments intenses.
et quelquefois des surprises. Ce genre de classico entre Real et Barça, c'était très intense au moment où CR7 était au niveau du Real. Donc on s'imaginait cette opposition entre CR7 et Messi. Il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que ça reste toujours aussi attrayant? Dans l'histoire, ça reste toujours attrayant, puisque même avant Messi et Cristiano Ronaldo, il y avait toujours les classicos. Ça fait 87 ans que ce classico existe, donc il y a toujours de l'engouement. Maintenant, vous avez parfaitement raison, parce que ceux qui apportent plus de piment dans ce classico, c'est les deux mégastars. Bien, ce sont les deux mégastars, Messi du côté du FC Barcelone et Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Mais depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le classico continue avec indubitablement la même intensité, le même dévouement et sans doute cette vocation de la victoire, cette envie de pouvoir gagner pour pouvoir asseoir sa suprématie. Parce que les classicos remontent aussi dans l'histoire politique, si on peut le dire, au niveau de la guerre espagnole, l'histoire politique donc de l'Espagne, où la Catalogne, si on peut le dire, le FC Barcelone est considéré plus comme la classe ouvrière et le Real Madrid, la classe dirigeante. Michel Takpa, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. On va passer maintenant à la pause et on reviendra après pour un regard croisé.